Bonjour. Normalement, le débat maintenant, c'est ça? On termine le lab des initiatives nantaises, on rend l'antenne dans 10 minutes. Ah, c'est normal, d'accord. Voilà. Et après, c'est nous, c'est ça? Ouais, mais nous on vous squatte un peu 2 secondes. Voilà. Ouais, pas de souci. 1, 2, 1, 2. Ah, Rebonjour à toutes et à tous. Donc nous allons restituer nos travaux du laboratoire des initiatives nantaises sur la problématique de la ville animée. Donc éco-événements, le rôle des acteurs culturels pour le climat et un retour d'expérience sur le festival Ceci n'est pas un déchet qui s'est déroulé le week-end dernier, hein, donc samedi et dimanche. Et on va commencer cette restitution justement par Ceci n'est pas un déchet. Et on avait une problématique centrale qui était la question de la réparation. Donc avec une question sur la sensibilisation des publics, une question sur la création d'une filière viable pour la réparation, et comment encourager une prise de conscience par les habitants de la nécessité de changer de paradigme, en fait, de passer de la consommation et de l'obsolescence programmée à justement des biens plus durables. Et en fait, le premier constat, donc des mots de Philippe et de Fanny, donc Philippe de Station Service et Fanny de Ping, c'est qu'il y a une vraie demande. Il y avait une file d'attente en fait pour amener ces objets à réparer. Et on parle principalement des objets électroniques, smartphones et compagnie, quoi. Oui. D3E, déchets électriques, électroniques et d'électroménager. Et donc, en synthèse, en fait, on a essayé de réfléchir à pourquoi ça avait marché. Bah, c'est parce que ça répond à de vrais besoins. Il y a de vrais usages derrière. Donc, ça peut être simplement pour répondre résoudre un problème technique. Ça peut être parce qu'on n'a pas les sous pour acheter du neuf. Ça peut être aussi, tout bêtement, mais pour créer du lien aussi. Se réunir pour réparer ensemble, bah, ça a de la valeur. Ça peut être aussi pour développer des compétences ou pour développer tout simplement son autonomie. Donc voilà, une compréhension en fait sur la vraie valeur que ça pouvait avoir pour les usagers. Ensuite, on a eu une réflexion au niveau de la connexion entre les collectivités et les acteurs en fait du réemploi, de la co-réparation. En fait, on pourrait imaginer une sorte de taxe pour les producteurs de produits non éco-responsables, qui financerait les acteurs de la filière de la réparation. Puisqu'aujourd'hui, c'est énormément d'associations qui s'impliquent, bénévoles, et pourtant, ça a une vraie valeur et ça suppose d'être financé. Donc voilà, ces sujets-là doivent être remontés au niveau des réseaux de collectivités qui, elles, pourront peser pour une législation qui serait contraignante pour les fabricants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les collectivités qui supportent le coût de l'incinération, le coût de démantèlement, enfin de destruction de ces équipements qui deviennent obsolètes trop vite. Et c'est pas normal. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qui est ressorti en synthèse, c'est que voilà, il fallait que la peur change de camp. Voilà. Ouais, ou aller se jeter dans la collectivité d'à côté aussi. C'est mal, ça. Je ne sais pas qui fait ça, mais donc voilà. Fausse bonne idée. C'est bon, ouais, voilà, je voulais te passer la parole. Et effectivement, en fait, il y avait la question il y avait une question de valeur aussi qui était posée, enfin de valeur morale, et notamment autour du lien social, comme tu l'expliquais, et puis d'utiliser la réparation comme prétexte au lien social, comme prétexte de prise de contact d'hyper proximité avec les habitants. Mais aussi avec son commerçant du quartier, parce que peut-être aussi il faudrait qu'on trouve chacun et chacune un moyen de trouver quel est le commerçant qui a encore cette folle idée de pouvoir essayer de gagner de l'argent en réparant ces objets. Et aussi le transfert de connaissances entre chaque bénévole, peut-être avec des choses thématiques. Tiens, Fanny, viens. Ah oui, Fanny de Ping. Et donc du coup, peut-être effectivement autour d'ateliers thématiques où réparer son frigo, réparer son blender, etc. Bon, il y avait d'autres, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, mais voilà, où il y a un réseau de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui s'appelle Réparacteur, donc qu'on peut peut-être déjà aller voir. Et voilà. Moi, j'ai fini. Toi, tu as le plus gros chantier.
Ouais, au niveau de la sensibilisation, donc il y a pas mal d'idées aussi qui sont ressorties. Déjà de montrer l'intérêt de la réparation des objets par le lien social, mais aussi de faire un comparatif, par exemple, entre ce qui est jeter un objet et en acheter un neuf par rapport à réparer un objet, sur les compétences nécessaires, sur les demandes en temps, en ressources, en énergie, sur le lien social aussi, sur la pollution, enfin, voilà, pour vraiment montrer l'intérêt de la réparation. Il y a aussi au niveau des lieux, éventuellement de faire plus de réparations comme ça par des bénévoles dans les déchetteries, donc là où les gens vont jeter, pour qu'ils se rendent compte directement de la facilité de réparer, vu que c'est souvent très facile de réparer. Et également l'idée de listes positives et négatives pour des produits ou des fabricants qui facilitent la réparation ou au contraire la rendent plus compliquée. Conclusion ? Voilà, donc peut-être à suivre l'émergence d'une feuille de route commune entre les acteurs de la société civile et la collectivité autour de la revalorisation et de la co-réparation. On peut prendre juste 2 minutes si vous avez un partage de bonnes pratiques ou des questions. Non ? On a été assez clair ? Ok, Oui. merci beaucoup de votre attention alors. Et donc on a un très beau visuel donc, qui a été réalisé par Mélissa, qu'on remercie. En fait, c'est en synthèse notre production en synthèse visuelle, et les 3 restitutions visuelles des 3 ateliers vont être apportées sur le totem donc, de la ville animée. Voilà, donc on invite maintenant peut-être les 1001 événements s'engagent pour restituer. Voilà, bienvenue à vous. Voilà, alors Dominique, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé sur 1001 événements s'engagent ? Bonjour. Bonjour. Donc, Dominique Béard pour Réseau Éco-événements. Camille Piet, société Les Fêtes Papillonnes. Test. Je peux utiliser celui-là aussi ? Ok. Sur la présentation de cette notion de 1001 événements s'engagent pour le territoire et le climat, on avait plusieurs problématiques, et l'une d'entre elles, c'était comment co-organiser ou améliorer la journée annuelle qui se tiendra le 23 novembre. Donc on a commencé à brainstormer, on était 5-6, finalement on n'était pas très nombreux, mais on a été hyper efficaces. Et la première question qu'on s'est posée finalement, c'est le public, pour éviter la dichotomie entre les acteurs associatifs qui font somme toute plein de choses bien, tout comme le secteur privé qui aussi ont beaucoup de choses à apporter. Donc qui cible-t-on pour cet événement-là ? Comment on peut avancer ensemble, croiser les initiatives et ne pas avancer à des vitesses un peu différentes. Donc c'est bien faire matcher ses visions, ses regards. Donc la cible était importante pour nous et a suscité un vif débat. Voilà. Et notamment, alors en fait, le dessin parle de lui-même. C'est merveilleux, la facilitation graphique. Il y a plein d'idées qui ont été proposées un petit peu partout. Nous, ça va nous aider notamment pour construire un peu la journée. Mais ce que tu expliquais, c'est-à-dire sur la question entre les acteurs privés et les acteurs publics, entre les prestataires qui sont plutôt du secteur associatif, les prestataires qui sont plutôt habitués au secteur événementiel privé. En fait, tout le monde, ou certains de ces acteurs, ont envie d'aller dans la même direction, mais on est tous cloisonnés dans des schémas de fonctionnement, peut-être même dans des valeurs ou dans des modes de pensée qui font que de temps en temps, on n'a pas envie, entre guillemets, de travailler avec le diable, ou qu'on n'a pas envie d'accepter de l'argent de n'importe qui. Alors même qu'on a ce questionnement sur comment faire pour financer l'éco-responsabilité, par exemple avec les contraintes actuelles liées à la sécurité. On a certains organisateurs d'événements qui nous disent on ne met pas en place le tri des déchets parce qu'à la place, on doit financer des agents de sécurité.
Donc on va vraiment avoir ce type de questionnement qui finance l'éco-responsabilité. Et ça a donné des idées notamment sur ça pour essayer de casser un petit peu cette idée, parce qu'on a vu finalement qu'il y a des sociétés privées, des prestataires privés qui travaillent autant dans l'éthique, qui travaillent autant dans le développement durable, dans la responsabilité sociétale et qui ont leur place. Et ça serait intéressant de travailler sur ce sujet pour le 23. Voilà, et donc le 23, l'idée c'est vraiment d'avoir la mise en valeur de pratiques concrètes pour organiser son événement, balayer chacun des postes que tous on a quand on organise un événement, et comment on peut apporter cette touche d'éco-responsabilité. Un événement qui se veut très concret. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées. C'est vrai que la relation association privée est essentielle dans cette démarche, et également la fiscalité incitative auprès des entreprises peut jouer son rôle. Je vais maintenant inviter les acteurs pour le climat à nous rejoindre. Bravo à vous. Si vous aviez la gentillesse de rester, parce qu'ensuite on va prendre l'ensemble des éléments, donc des restitutions graphiques qui ont été faites, pour les amener symboliquement à la ville de Nantes, amener les restitutions et pouvoir les déposer sur le stand de la ville de Nantes et sur le totem qui a été prévu à cet effet. Donc je vais passer la parole maintenant aux acteurs culturels pour le climat. Je ne sais pas si c'est... Qui est-ce qui restitue ? Hervé ou... Pardon. Je vous en prie. Alors, voilà, donc on a eu 2 temps pour réfléchir sur acteurs culturels pour le climat. Donc, on parle ici de volet coopération internationale, et aussi c'était sur la thématique des 3 thèmes émotion, expérience et pertinence pour réussir à changer de comportement. Donc, l'atelier, puisque j'ai animé cette partie, je vais bien sûr. Alors, la question de départ était, si on prend des campagnes traditionnelles qu'on connaît très bien, soit en Allemagne, soit au Québec ou en France, lesquelles qui ont réussi à changer de comportement le citoyen. Alors, on est allé, parce qu'il fallait centrer en quelques minutes, quelques idées, sur la notion de recyclage. Alors, au Québec, il y a des campagnes. En France, en partie, j'ai pu comprendre dans les communautés. Et en Allemagne, il y avait des fonctions un peu différentes. Alors, on se rendait compte, on a fait un inventaire d'activités, de campagnes, et en les énumérant, on associait si la campagne comprenait la notion émotion, pertinence et expérience. Et toutes les campagnes qu'on a nommées, qu'il avait souvent que la notion pertinence, exemple, il faut jeter dans la poubelle la chose et non pas la lancer par la fenêtre. Déjà, c'est pertinent, les gens comprenaient, mais il n'y avait pas de changement nécessairement de comportement si on n'avait pas inclus l'émotion et l'expérience. Alors, c'est comme si on devrait faire une campagne mondiale ou nationale sur la gestion du déchet quotidien, qui serait quand même la pertinence, ne pas jeter. Mais pour la notion expérience et émotion, ça prendrait peut-être une campagne Pokémon de déchets. Alors, où les gens pourraient poursuivre dans l'expérience et l'émotion la chose pour s'éduquer. Alors, il y a eu des exemples dans les écoles. On s'est dit, oui, l'enfant à l'école ramène à la maison des belles notions. Pourquoi? Parce que ça inclut l'émotion, l'expérience et la pertinence. Sauf que lorsqu'ils vont dans les espaces publics, ils se rendent compte que l'espace public n'offre pas nécessairement toute l'ergonomie nécessaire pour être en mesure de gérer le simple déchet à tout moment. Donc, la cohérence fait en sorte que ça démobilise et on peut perdre finalement l'apprentissage à l'école parce qu'on devient tous des adultes que nous sommes et il faut rééduquer. Alors, la capacité de maintenir dès l'école, au travail et plus tard dans les loisirs jusqu'aux événements responsables, il faut s'assurer de la cohérence et de maintenir à chacune des étapes cette fameuse notion d'émotion, expérience et pertinence. Alors voilà, donc la notion de vie de déchet dans l'éducation, plus on comprend le cycle de vie d'un déchet, mieux on comprend aussi l'importance de le gérer parce qu'au fond, ça a une valeur monétaire. Alors voilà, et tout ça, les jeunes sont les notions du changement. Et sur cette question des jeunes, je te passe.
Donc voilà, notre lien entre ces 3 dimensions, émotion, expérience, pertinence, c'est de mobiliser les jeunes, que ce soit vraiment qu'ils soient acteurs des projets. On a eu une grande phase de sensibilisation pour expliquer l'état actuel des choses, mais maintenant il faut passer à l'action. Donc il peut y avoir beaucoup de projets collaboratifs également en lien avec des pays. Et on en vient donc à l'aspect plutôt de coopération internationale, où là, on a déjà un vivier existant où il y a beaucoup de jumelage entre les villes. Par exemple, nous, au Centre culturel franco-allemand, on a le jumelage entre Nantes et la ville de Sarrebruck. Donc on peut vraiment se baser sur déjà les relations pour mettre en place la dimension plutôt environnementale. Également, on en est venu à se dire qu'il y avait beaucoup de très bonnes initiatives qui existaient et on pourrait mettre en place un peu un état des lieux de toutes ces initiatives et les méthodes existantes pour pouvoir échanger sur ces thèmes avec des réseaux sociaux ou bien également par des visioconférences. Et ce serait sous l'initiative de jeunes avec vraiment le projet de coopération et non pas prendre trop d'échanges parce que ça a aussi un bilan carbone, mais aussi de se servir du numérique pour travailler dans ce domaine-là. Voilà. Merci de votre attention. Merci énormément pour toutes ces expériences et tous ces échanges qui ont pu être présents. Je vais inviter Alban Mallet de Nantes Métropole à clôturer la session. Et ensuite, je vais vous inviter à prendre, donc chacun des porteurs de projets, à prendre les feuilles qui ont été générées par nos facilitateurs graphiques pour aller les déposer sur le stand de Nantes Métropole. Oui, encore merci. Et donc, on se donne rendez-vous demain pour la dernière session, la dernière rencontre sur la ville d'usage. Donc, on démarrera à 10h50. Donc, j'invite les acteurs de la ville animée à prendre leur facilitation graphique, à les déposer sur le totem qui se complète bien aujourd'hui, depuis 2 jours maintenant. Voilà, merci encore. Et à demain. Alors, eh bien, Caroline, Guillaume. Alors, bonjour. C'est qu'en fait, donc déjà j'ai eu un doute parce qu'effectivement je voyais pas le truc affiché. Après, au moment où je me dis bon, c'est bon, des gens sont arrivés pour squatter, on me dit non, c'est pas grave, on squatte. Bon. Et après, il fallait qu'ils s'en aillent. Bon, après, c'est sympathique, mais
c'est vrai que c'est un peu le... Mais bon, on va y arriver. C'est bon ? Bonjour à tous. Alors, nous allons parler d'un sujet, je crois qu'on est peut-être les seuls à vous en parler aujourd'hui, qui est la finance vraiment verte. Alors déjà, peut-être on va commencer par savoir ce que c'est que la finance verte, et puis après on va vous expliquer comment et pourquoi un certain nombre d'investisseurs, et vous avez la chance aujourd'hui qu'ils soient présents aujourd'hui, donc ils vont vous expliquer concrètement ce que ça veut dire de parler, de conjuguer gestion financière et prise en compte de l'environnement. Et puis on va vous expliquer aussi comment vous, à des échelles individuelles diverses et variées, on a parlé de... Finalement, même les gens qui étaient là juste avant parlaient eux aussi de finance. Comment on finance des activités environnementales, comment on finance des projets, comment on le finance à l'échelle de la planète, comment on lutte contre le changement climatique et comment on finance la lutte contre le changement climatique. Alors, en fait, on vous a aussi... donc, ce débat est organisé par Novetic, que je dirige, qui est un site internet, un média, un centre de recherche qui est dédié aux questions du climat, mais pas seulement, de tout ce qui est environnement et social appliqué à l'économie et à la finance, sur lequel vous pouvez tout à fait gratuitement entrer un petit mail, ce qui vous permet d'avoir toutes les informations que nous publions régulièrement, qui sont faites par des journalistes spécialisés sur ces sujets-là. Donc, nous avons, pour participer à ça, à ma droite, Mouna Aoun de la Banque Postale, qui va vous expliquer pourquoi et en quoi consiste l'offre verte de la Banque Postale. À côté d'elle, on a Jean-Guillaume Péladan, qui est donc en charge de la stratégie environnementale d'une société de gestion. C'est-à-dire, il est au départ ingénieur environnemental et il conjugue aujourd'hui cette compétence-là avec de la gestion financière. Il va vous expliquer comment. On est vraiment là pour vous expliquer de façon très concrète comment ça marche. Et de l'autre côté, on a deux éminents représentants de ce qui, au départ, n'est pas forcément connu, mais qui finalement vous concerne souvent tous, qui sont la façon dont est gérée la retraite, en particulier des fonctionnaires, pour Philippe Desfossés, qui est le directeur général de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, c'est-à-dire la retraite complémentaire des fonctionnaires, et qui est un des porte-parole à la fois français et international de ces questions justement climatiques, comment on gère à long terme la retraite des individus et la prise en compte du climat. Et puis à côté de lui, on a Caroline Lemot, qui, au sein de la direction des retraites de la Caisse des dépôts, s'occupe plus particulièrement de la gestion, et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, de l'IRCANTEC, qui est un autre régime de la retraite publique pour les collaborateurs de la fonction publique, qui eux aussi, et c'est ça qui va être intéressant pour vous, et vous expliquer pourquoi ils font ça, pourquoi ils s'intéressent à la finance verte, pourquoi ils s'intéressent au climat, et pourquoi ça concerne vos retraites à vous. On parle toujours des retraites par leur montant, et évidemment c'est important, mais il faut que les organismes de retraite soient en capacité de les payer quel qu'en soit le montant. Et ça veut dire qu'ils aient une vraie gestion de long terme. Et aujourd'hui, avoir une gestion de long terme, ça veut dire prendre en compte le climat. Alors, comme on parle de sujets sérieux, mais qu'on essaie de le faire avec le sourire, on vous a proposé aussi des petits objets fabriqués en France. Je ne suis pas allée personnellement dans les ateliers, mais je vous garantis que normalement, ça doit aller. De ces petites lunettes, il y en a des vertes, il y en a des blanches. Vous avez aussi des petits, comme on disait, des petits pins. L'idée étant que ce qu'il faudrait surtout que vous reteniez, c'est que ce soit dans la gestion de votre retraite ou plus généralement dans la façon dont vous avez de l'épargne aujourd'hui, que ce soit un livret développement durable ou une assurance vie, la question de savoir jusqu'où et comment ce placement-là intègre la question environnementale, c'est aussi important que d'utiliser des objets en plastique recyclé ou autre chose. Et ça, c'est vrai qu'il y a énormément de travail de compréhension de ce phénomène-là. Votre argent, c'est à vous, par définition, et ça serait assez logique qu'il soit en cohérence avec les valeurs qui sont les vôtres. Si vous êtes ici, j'imagine que la protection de l'environnement et du climat vous intéresse. Alors, pour lutter contre le changement climatique et favoriser l'économie verte, vous savez sans doute qu'il faut de très, très, très importants montants financiers. Ça veut dire effectivement financer... Alors, les chiffres divers circulent, mais enfin, en gros, on se met à peu près d'accord en général pour dire qu'il faut à peu près 1 000 milliards de dollars par an à l'échelle de la planète pour refonder les infrastructures, l'immobilier, réadapter l'ensemble des modèles, changer de modèle énergétique pour tenir l'objectif de 2 degrés. Ces 1 000 milliards, par définition, je ne vous refais pas l'état de l'économie générale, il va falloir les trouver là où ils sont, probablement, c'est-à-dire beaucoup plus dans ce qu'on appelle la finance privée, et que donc il y a tout un sujet de comment on amène
on réoriente le grand fleuve financier qui charrie ces milliers de dollars vers des modèles bas carbone, vers des modèles économiques. C'est ça dont on va parler. Alors, ça a l'air un peu sérieux comme ça, mais finalement, ça peut se décliner de façon assez concrète. Alors, nous, en tant que centre de recherche, on a travaillé sur ce phénomène qui est assez extraordinaire, qui a vu l'émergence en quelques années, plus particulièrement depuis 2014, d'investisseurs de plus en plus nombreux. Alors, des organisations de retraite, des fonds de pension, des assureurs, enfin tous ceux qui, pour une raison liée à leur activité, ont besoin d'avoir une vision de long terme. Et ceux-là, ils ont commencé à prendre en compte le risque climatique. Et aujourd'hui, nous, on comptabilise 1100 investisseurs dans le monde. Alors, vous allez me dire, c'est pas tant que ça, sauf que ceux-là, ils pèsent 32 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, à tous ensemble, ils gèrent des sommes colossales. Et tous ensemble, ils font des politiques et des stratégies différentes qui consistent à effectivement avoir une stratégie climat qui est liée à leur stratégie financière, qui passe en général par 4 grands façons d'intégrer ce critère climat. On a d'une part certains qui désinvestissent les énergies fossiles, donc le pétrole, le charbon, le gaz, ou les 200 entreprises les plus polluantes de la planète. On a une autre partie qui, et souvent ils font les deux ensemble d'ailleurs, qui fait ce qu'on appelle de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire qu'en tant qu'actionnaire des grandes compagnies pétrolières ou autres, ils font pression sur ces entreprises pour qu'elles adaptent leur modèle à une trajectoire de 2 degrés de réchauffement climatique. Il y a encore une autre stratégie qui est elle aussi très répandue qui s'appelle les financements verts, c'est-à-dire que vous utilisez les flux financiers dont vous disposez pour investir dans des parcs solaires, éoliens, dans des activités éco-industrielles, etc. Et puis vous avez une autre chose qui est là un peu plus complexe en termes de gestion financière, qui est ce qu'on appelle la décarbonation de portefeuille. Vous voyez, OK, c'est quoi ça ? Ça consiste, alors, gérer un portefeuille, ça veut dire effectivement investir dans des entreprises et en prendre des actions ou des obligations selon ce que vous gérez. Là, c'est le choisir, faire la même chose, mais en choisissant les entreprises qui émettent évidemment le moins de carbone. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui une offre assez importante de ce genre de produit-là. Et ça s'appelle la décarbonation de portefeuille. Donc, on a aujourd'hui une palette importante. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, oui, mais à votre échelle, est-ce que je vais décarboner mon portefeuille, moi ? Non. Mais par contre, c'est important que vous, en tant qu'individu, vous vous assuriez que ceux à qui vous avez confié votre argent, que ce soit votre banque, que ce soit ceux auprès de qui vous cotisez, ils aient ce genre de démarche parce qu'effectivement, c'est un des moyens importants pour vous de vous assurer que votre épargne sera encore là dans quelques temps. Alors, on va commencer peut-être, avant d'être dans ces sujets un peu plus larges de gestion financière, avec Mouna Aoun. À la Banque Postale, on a finalement une stratégie assez étendue, puisqu'il y a une gamme verte qui s'est traduite très concrètement par des prêts immobiliers ad hoc, des prêts voitures et aussi de l'épargne. Alors pourquoi avoir choisi ces 3 axes de travail et quel est l'objectif que vous avez à la Banque Postale là-dessus ? Donc, bonjour à tous. Effectivement, le groupe La Poste s'est engagé depuis l'année dernière dans un programme prioritaire commun qui traverse l'ensemble des branches d'activité du groupe La Poste pour être un acteur majeur de la transition énergétique. Et donc, la Banque Postale prend sa part au sujet. Et l'idée, en tant que banque citoyenne, c'est d'accompagner nos clients à passer l'acte de la transition énergétique. Et quand on est une grande banque de détail, avec beaucoup de clients particuliers, on a focalisé nos énergies sur 2 thématiques. Comment on encourage nos clients à trouver des financements pour passer à l'acte de la transition énergétique et comment on encourage nos clients, au travers de leur épargne, à leur proposer des solutions d'épargne qui leur permettent d'investir ou de financer la transition énergétique. Donc 2 grands axes et 2 grands thèmes, des solutions de financement et des solutions d'investissement. Sur les solutions de financement, on s'est focalisé sur 2 thématiques. La première, comment les clients particuliers peuvent financer la rénovation de leur logement, puisqu'en fait, il y a beaucoup de logements en France qui sont énergivores, qui dépensent beaucoup d'énergie. Et il y a des solutions pour isoler les logements, pour changer le système de combustible. Et c'est souvent des démarches et des travaux qui peuvent être coûteux et nos clients n'ont pas forcément de solutions d'épargne. Et donc, du coup, on leur propose des solutions financières. Donc, comment vous sélectionnez, par exemple, le type de projet
pour obtenir ce genre de financement, il faut que j'offre quel type de garantie ou d'objectif? Nous, on a voulu faire simple et on a une démarche à la Banque Postale, c'est simplicité et démocratisation de ces sujets qui peuvent paraître extrêmement complexes. Donc d'abord, il y a un produit qui a été voulu, souhaité par le gouvernement qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro et donc qui permet de financer des travaux d'économie d'énergie avec un bouquet de services jusqu'à 30 000 euros. Donc on promeut cette offre, mais ça ne répond pas à la totalité d'abord en termes de critères de sélection des clients et des projets à financer. Donc on a rajouté un produit, le prêt vert de la Banque Postale. Et donc là, c'est pour des montants qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros. Donc il y a une bonification. Le prêt est moins cher qu'un prêt à la consommation travaux classiques. Donc il y a une incitation de la part de la Banque Postale. Et en termes de simplicité, il faut tout simplement que ces travaux soient liés à des travaux d'économie d'énergie, mais ça ne fait pas partie d'une liste. Hein. Ça dépend, ça dépasse, c'est pas ça. Nous, les travaux, il faut qu'ils soient réalisés par des artisans reconnus garants de l'environnement. Donc les fameux artisans RGE, également poussés, voulus par les pouvoirs publics, puisque ces artisans assurent d'utiliser les bons matériaux et connaissent toute la démarche environnementale pilotée par le gouvernement. Et donc du coup, on a des solutions de prêt autour de la rénovation énergétique des logements, qui est un gros enjeu, poussé par les pouvoirs publics et même les collectivités locales. Et puis, on a encouragé aussi nos clients à passer à l'acte de la mobilité verte. Et donc, on les encourage à acheter des véhicules hybrides ou électriques. Et pareil, entre un prêt auto pas verte et un prêt auto vert, le prêt est moins cher. Donc voilà, par des actions extrêmement concrètes, avec un attrait tarifaire, voilà comment on initie le passage à l'acte de nos clients. Et à cela s'accompagne la démarche de notre conseiller et beaucoup de conseils sur le site internet de la Banque Postale. Alors, vous avez lancé cette gamme il y a 1 an. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous en tirez? Est-ce que ça a vraiment attiré et finalement, combien de passoires thermiques vous avez rendues plus étanches et combien de voitures avez-vous aidé à vendre? Alors en fait, l'offre, on l'a lancée en novembre, donc on n'a pas fêté encore notre premier anniversaire. L'offre a boosté cette démarche. Après, d'abord, ça reste des prêts, donc il faut qu'ils aient envie de le financer par les prêts. On en a à peu près 2000 clients qui ont accepté cette offre. C'est petit encore à l'échelle de la Banque Postale, mais on sait que sur des changements de passage à l'acte, 1 an, ça ne suffit pas. On n'a pas encore fait le tour du cadran. Mais par contre, cette offre qui est devenue pérenne dans notre gamme, puisqu'on l'avait lancée à l'occasion de la COP21, c'est une offre désormais pérenne. Et on fait des actions marketing et commerciales autour de ces thématiques. Donc, ce n'est pas juste un effet lancement pour la COP21, c'est inscrit pleinement dans la gamme et il faut maintenant que, d'abord, les clients le demandent. Hein. C'est aussi, peut-être, on aura l'occasion d'en parler autour de ce débat, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, entre les financements des infrastructures pour passer à l'économie verte, par rapport aux petits gestes du quotidien triés et compagnie, il y a une démarche intermédiaire que tout à chacun, on peut mener en se posant des vraies questions autour de ces thématiques de transition énergétique. Comment, par mes actes du quotidien, je fais en sorte que mon écosystème familial contribue à réduire cette élévation de la température donc dans mon écosystème familial au travers justement de ma mobilité ou de mon logement et également au travers de mes solutions d'épargne, comment je fais en sorte de demander à mon conseiller, quelle que soit la banque, qu'on me propose des solutions d'investissement qui financent la transition énergétique ou qui ne contribuent pas à l'aggravation du réchauffement climatique. Alors, ce qui fait le lien avec le 3e volet qu'on n'a pas encore abordé, c'est-à-dire l'épargne. Donc là, on est dans des gens qui veulent rénover leur logement ou s'acheter une voiture. En revanche, s'ils ont un peu d'épargne à placer chez vous, comment se passe l'offre environnementale? Est-ce qu'elle marche bien? Est-ce que vous voyez monter, parce que la Banque Postale a un très grand réseau,
une attente des Français sur justement ce type de produit? Eh ben non, on le voit pas. Ah. Ça progresse. Alors, je compte sur vous c'est ça. personnellement pour que vous alliez dire à la Banque Postale que vous avez besoin. On a des offres investissements socialement responsables autour de la transition énergétique depuis longtemps. Hein. La première gamme ISR, on l'a lancée en 2009. Donc, vous voyez, elle ne date pas d'hier. Maintenant, les encours progressent, mais elles progressent lentement. Et c'est vrai que nos clients ne demandent pas systématiquement des informations sur ces fonds socialement responsables. Est-ce que leur chargé de clientèle leur propose? Parce que c'est un peu le fait Alors, la oui. poule. Oui. Si je puis me permettre. Oui, puisque en fait, on a construit des modules de formation ad hoc et on est un des rares réseaux à l'avoir vulgarisé pleinement, puisque par rapport aux différentes strates de conseillers, du plus grand public au plus spécialisé, chacun a dans sa gamme de promotion de solutions d'investissement a des fonds ISR en particulier. Alors, ça fait le lien avec Jean-Guillaume Péladan. Alors, lui, il fait de la gestion financière au quotidien et puisque une fois qu'on a dit, on a demandé enfin à son conseiller un produit d'épargne qui concilie protection de l'environnement et protection de l'épargne, finalement, comment il fait celui qui gère l'argent qu'on lui a confié pour concilier ces deux objectifs? Ça veut dire quoi, intégrer de l'environnement dans la gestion financière, Jean-Guillaume? La réponse est très simple. Bonjour à tous. On fait les deux, c'est-à-dire on fait l'analyse financière et l'analyse environnementale. Et alors, le prérequis, c'est d'abandonner quelques préjugés. Parce que c'est la question que tu viens de formuler, Catherine, pouvait supposer qu'il y avait une donnée implicite derrière, c'était qu'un objectif de performance environnementale pouvait être contradictoire avec un objectif de performance financière, ou devait être réconcilié. Ceci est une idée reçue complètement infondée. La réalité, c'est que ce sont en général les métriques environnementales, les métriques financières, elles sont pas reliés, c'est des univers qui sont très très différents et que pour les réconcilier, il suffit juste de faire les deux avec le même niveau de professionnalisme et c'est complètement possible. Alors après, il faut le faire avec beaucoup de bon sens et aussi d'humilité parce que c'est pas forcément évident. Il y a quelques petits pièges à éviter. Je vais vous donner quelques exemples. Si par exemple on est obsédé par le climat, alors je pense que toutes les personnes qui sont ici ont un intérêt pour le climat, mais si on pense qu'à ça, et qu'on utilise comme critère de sélection environnementale uniquement un critère qui concerne les gaz à effet de serre, on risque de faire des contresens. Deux exemples. Le nucléaire. Le nucléaire est une énergie décarbonée. En revanche, il y a d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Et donc, pour le climat, c'est une énergie formidable, mais avec d'autres critères, ça pose beaucoup de problèmes. Deuxième exemple, si on regarde à nouveau que le CO2, on va dire super, vive le diesel. Parce qu'une motorisation de diesel permet d'émettre à peu près 15% de moins de CO2 par kilomètre, en moyenne, avec les gammes de voitures existantes. En revanche, vous savez tous que le diesel émet plus de particules et de NOx, d'oxyde d'azote, qui posent des problèmes respiratoires ici et maintenant, en particulier dans les zones urbaines. Donc, si on prenait uniquement comme critère le CO2, ben on irait vers une promotion du diesel. Et donc, à nouveau, un contresens. Ça, c'est un premier piège. Donc, toujours être multi-critères. Et après, un deuxième piège que je vois souvent, c'est de regarder que les chiffres qui sont disponibles. C'est-à-dire que souvent, auprès des gens comme nous dans le métier de la finance, on a des empreintes carbone qui existent. Je vous donnais l'exemple de l'automobile. L'empreinte d'un Renault, d'un Peugeot, de ses bâtiments, de son métier, qui est un métier d'assembleur principalement, en fait, c'est que 3% de l'empreinte carbone totale d'une automobile. Parce qu'il y a 17% qui se trouvent dans la supply chain, dans tous les fournisseurs, les Valeo, Forestia et compagnie, Plastic Omnium. Et puis, le gros de l'impact à gaz à effet de serre d'une voiture, c'est pendant qu'on roule, évidemment. Ce sont des voitures thermiques. Et donc, on a 80% de l'empreinte carbone qui est pendant l'usage du produit. Or, les chiffres qui sont disponibles aujourd'hui, quand ils sont disponibles, ne concernent en général que le scope 1 et 2. Donc là aussi, il faut savoir aller au-delà et regarder les impacts environnementaux les plus importants. Alors, comment vous faites justement une fois? Comment vous allez au-delà? Vous démontez la voiture? Non, on essaie de garder du bon sens. D'une part, les métriques environnementales, on essaie de les rapporter non pas à des euros,
Mais lorsqu'on a des tonnes de CO2, par exemple, on les rapporte par rapport à la fonctionnalité desservie, qui va être 1 kilomètre parcouru pour un passager ou pour une tonne lorsqu'on est sur une marchandise. Donc on reste dans le domaine de la physique pour comparer les performances environnementales. Et après, on essaie de regarder les plus gros impacts. De ne pas faire d'impasse sur... moi, je parle souvent des grosses bulles, parce qu'on regarde en fait au cours de la vie d'un produit, on a sa construction, sa distribution, ensuite sa consommation, son usage, et après sa fin de vie. Mais lorsqu'on fait ce qui s'appelle une analyse de cycle de vie, on va regarder l'ensemble de justement sa vie. Et l'important, c'est de regarder les endroits de cette chaîne, de cette longue vie, où il va émettre le plus de polluants, et regarder ceux qui posent le plus de problèmes. Lorsqu'on regarde les textiles, on a toujours bien sûr l'eau, et les gaz à effet de serre qui sont des métriques importantes. Pour la voiture, j'en ai parlé, il y a vraiment la qualité de l'air qui est un critère prégnant, et les gaz à effet de serre. Et à chaque type de bien ou de service qui est vendu, on va regarder les principaux impacts environnementaux et laisser tomber tout ce qui est mineur. Alors, quand on applique ce genre de grille, on aurait tendance à penser que du coup, il vous reste que les écosecteurs, non? Comment vous traitez finalement l'activité économique telle qu'elle est aujourd'hui, dont les caractéristiques environnementales ne sont pas optimum, on va dire? Alors, je vais avoir le plaisir de t'adresser une question. C'est quoi un écosecteur? Alors, c'est un truc qui dit, par exemple, ils sont tous là aujourd'hui. Ce sont des types d'activités qui sont orientés totalement pour les bénéfices environnementaux qu'ils sont censés produire. Alors, je pose la question parce qu'en fait, la réponse, elle est difficile, et que lorsqu'on essaie de résumer la transition énergétique et écologique à des grands secteurs, parce qu'on, par facilité ou par essai intellectuel, on aimerait avoir... Les énergies renouvelables. Voilà, des grandes cases, les énergies renouvelables, etc. Bon, sauf qu'on voit en pratique que la transition énergétique et écologique, elle touche à quasiment tous les secteurs. Il n'y a que peut-être le secteur du sport et encore, ou celui de l'art. Les grands événements sont concernés au premier chef. Tout à fait. Donc même cela... Les trucs, genre JO, Coupe du Monde, tout ça. Aujourd'hui, on n'ose plus dire que les banques et les assurances sont indifférentes au sujet, et heureusement. Donc en fait, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. En revanche, on va avoir que certaines activités qui sont concernées à l'intérieur d'un secteur. Et puis il y a des activités qui vont dans le sens de la transition énergétique et écologique. Par exemple, tout ce qui est l'agriculture bio et les produits biologiques, qui vont avoir une empreinte environnementale beaucoup plus faible, parce qu'il n'y a pas d'usage de pesticides qui diminue les services écosystémiques et la résilience des sols. Et on a beaucoup moins de CO2 par kilo de produits alimentaires. Et puis, il y a aussi des business qui sont à l'opposé de cette transition. Tout simplement, un Monsanto, par exemple, on ne peut pas dire qu'il soit très aligné avec la transition écologique. Donc, il y a le secteur de l'habillement, aussi une énorme empreinte écologique, beaucoup d'eau pour faire du coton. Et aujourd'hui, il existe des solutions, des substituts du coton à partir de fibres de bois. Il y a des entreprises cotées, comme l'Autrichien Lenzing, qui fabrique ce substitut écologique au coton. Et c'est même mieux que le coton bio. Et donc, on a bien sûr la mobilité, j'en ai parlé, mais il y a aussi non seulement les fabricants de voitures, les équipementiers jouent un rôle énorme, et il y a une transformation du secteur depuis 20 ans qui est considérable. Tout ce qui est stockage de l'énergie, il n'y a pas que la production de l'énergie, tout ce qui est les vecteurs énergétiques, y compris l'hydrogène. Donc, il y a beaucoup de champs, y compris dans la construction. Les isolants sont une vraie solution pour la transition énergétique, parce qu'ils contribuent à la performance des bâtiments, et tout ce qui est recyclage, bien sûr. Donc voilà, en fait, on trouve ces activités vertes, entre guillemets, éparpillées dans beaucoup de secteurs. C'est ça qu'il faut retenir. Donc il faut aller au-delà de cette analyse sectorielle. Alors, vous avez construit une offre environnementale qui est plutôt en plein développement, comme votre société de gestion. Qu'est-ce que viennent chercher vos clients quand ils investissent sur ce type de produit? Ils ont des préoccupations environnementales, ou en fait, quel est le principal moteur qu'ils invoquent? En sachant que vous avez des clients plutôt institutionnels, ce ne sont pas des individus qui viennent vous donner leurs petits sous les clients les plus sensibles sont des clients qui ont compris que l'aspect contradictoire du côté vert et du côté performance financière est un leurre, est un préjugé. Ils ont laissé tomber ce préjugé, et ce n'est pas facile. Et ceux qui ont compris ça, ils disent tout simplement, moi je veux placer mon argent avec bien sûr une attente financière, parce qu'il s'agit de l'argent des retraites, y compris de personnes qui sont ici. Et donc, la première attente du client, c'est bien sûr de la performance financière. Et après, il y a sur
cette attente qui est bien sûr légitime, il y a la recherche d'un sens. On veut que l'argent serve clairement à financer, par exemple, la transition énergétique et écologique, plutôt que de financer des gens qui produisent l'électricité à partir du charbon, des compagnies aériennes, des fabricants de pesticides, ou alors l'armement, c'est autre chose, on est un peu hors du champ de la transition énergétique et écologique, mais il y a une recherche de sens, une recherche d'impact. Et ces clients, ils existent et j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors, ce qui m'amène tout naturellement de l'autre côté avec Philippe Desfossés, qui, comme je disais tout à l'heure, dirige l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, et donc organisme qui a réalisé cette petite fiche pour dire voilà pourquoi les RAF s'occupent du climat. La petite fiche est à votre disposition sur la table. Et donc, franchement, Philippe, pourquoi un organisme de la retraite doit s'intéresser au climat de cette façon-là? Avec un micro, ça sera encore mieux, Philippe. Merci. D'abord, je voudrais exprimer un regret et puis aussi partager un constat avec vous. Le regret, c'est finalement qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui participe à ce forum. Alors, je suis sûr que la qualité compense très largement la quantité, mais ça dit quelque chose de l'incompréhension de nos concitoyens par rapport aux vrais enjeux. Ce n'est pas du tout pour diminuer l'intérêt de toutes les micro-initiatives que l'on voit aujourd'hui en démonstration, mais comme ça a été dit au début de la table ronde, l'enjeu, il est en trillions. Il n'est pas en millions, ni même en milliards. Il est en trillions. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du stock de capital qui existe dans le monde qu'il faut faire évoluer vers quelque chose qui soit plus compatible avec une croissance respectueuse des hommes et moins carbonée. Encore une fois, ce n'est pas du tout une critique par rapport à toutes ces initiatives au niveau local, mais l'enjeu, c'est de faire évoluer ce qui existe. Et ce qui existe, ce sont de grandes entreprises ou des entreprises plus petites qui, à ce stade, ont des modèles de business qui ne sont pas soutenables si on ne les fait pas bouger. Donc ça, c'est le regret. Le constat, c'est que l'ensemble du capital est détenu par les ménages en bout de course. Alors, parfois directement, si vous avez quelques actions, mais parfois indirectement, sans même que vous en soyez conscient. Dans votre contrat d'assurance vie, il y a peut-être quelques actions. Dans vos plans d'épargne d'entreprise, lorsque vous êtes salarié. Dans les régimes de retraite. Alors c'est vrai que, et c'est là une particularité française, c'est qu'en France, à l'exception notable de l'ERAF, il n'y a pas de fonds de pension. Donc, culturellement, les Français n'ont absolument pas ça présent à l'esprit. Je peux peut-être juste ajouter une chose pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est que l'assurance vie des Français, c'est 1 600 milliards d'euros. C'est-à-dire que de facto, ils ont investi à titre individuel 1 600 milliards d'euros. Avec une petite quand même, remarque au passage, c'est que ces 1 600 milliards sont principalement investis dans des OAT, à savoir des obligations du Trésor, ce qui tombe bien puisque l'État français a besoin de vous aussi. A un déficit budgétaire depuis très très longtemps. Donc sur l'assurance vie, je corrige quand même, il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a très peu d'actions, il y a surtout des obligations. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'il se trouve que moi, je suis vice-président du groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique, qui regroupe pour l'essentiel des fonds de pension au niveau européen, et que là, les 130 membres de IIGCC, pour employer l'acronyme anglo-saxon, c'est 13 trillions d'euros, 13 000 milliards d'euros. Le fonds que je gère, l'ERAF, c'est 25 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, pour vous donner une idée de l'écart qu'il y a entre la France et le reste des pays. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. La France a fait le choix de la répartition, donc l'argent rentre, l'argent sort immédiatement, et c'est une grosse différence avec un fonds de pension. Et j'en viens à pourquoi nous intéressons. Alors, ça vient de la technique de gestion des engagements retraite propres à la capitalisation, propre au fonds de pension. On reçoit des cotisations, et ces cotisations, on va les investir dans des actifs qui vont constituer la garantie ultime de notre capacité à payer, à honorer une promesse, payer une pension, une promesse qui nous engage pour 60 ans éventuellement. Quelqu'un qui a 20 ans, qui rejoint le régime aujourd'hui, a de fortes chances, certains diraient risques, ça dépend dans quel état on sera à ce moment-là, d'avoir encore une pension dans 60 ans. Et c'est là qu'on en vient à pourquoi on se pose la question.
si vous voulez, je rebondis sur ce que je disais au départ. Le business model du monde en tant que tel, pour faire comme si le monde était une seule entreprise, nous emmène dans le mur. Je pense qu'on en est tous conscients. Donc moi, lorsque, avec mon comité d'investissement, on doit réfléchir à des investissements, on essaye plutôt de se dire, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à orienter nos investissements dans des entreprises qui ont compris qu'il fallait changer, à la fois parce que c'est un risque pour elles, c'est un risque pour nous, et puis en sens inverse, parce qu'il y a des opportunités. Donc, j'insiste sur ce point. Les grands investisseurs institutionnels, ceux qui gèrent en dizaines de milliards d'euros, pas en milliards ni en centaines de millions d'euros, ils sont confrontés, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais à la complexité du monde. On peut se payer de mots et dire « oui, il suffit de désinvestir des énergies fossiles ». C'est une très mauvaise réponse à un vrai sujet. C'est une très mauvaise réponse parce que, je suis désolé de prononcer un tel truisme devant vous, mais pour vendre une action, il faut trouver un acheteur. Ça a l'air bête, mais il faudra quand même pas l'oublier. Or, si vous vendez une action, vous, alors que vous êtes engagé sur le climat, par définition, la personne à qui vous allez vendre cette action sera certainement beaucoup moins engagée que vous. Donc tous ces braves étudiants californiens qui défilent devant les bureaux de l'endowment pour dire « divest, divest », ils ont raison sur le fond, sauf qu'ils ont complètement tort, parce que le risque, c'est précisément d'arriver au but contraire, de vendre à des gens qui n'en ont rien à faire. Alors, et ce qu'on fait, pour juste terminer, c'est qu'au sein de l'ERAF, nous avons une politique qu'on appelle best in class, c'est-à-dire qu'on investit dans l'ensemble de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, mais en essayant de sélectionner au sein de chaque secteur les entreprises qui ont compris qu'il fallait changer et qui s'adaptent. Et pour celles qui sont à la limite, qui ne sont pas au-delà du seuil où on dit celle-là on n'investit pas dedans, mais celles qui sont un peu au-dessus, qui ont une marge de progression forte, eh ben, on pratique ce qui s'appelle de l'engagement, c'est-à-dire qu'on va les voir et on discute. Alors quand vous allez, si moi, à titre personnel, j'essaye d'appeler un grand pétrolier, je ne franchirai pas le stade de l'assistante du sous-chef de je ne sais pas où. Quand vous appelez, vous dites j'appelle au nom du groupe des investisseurs sur le changement climatique et c'est 13 000 milliards d'euros qui vous parlent, là en général, on commence à discuter. Donc il y a le monde réel et il y a le monde rêvé. Et malheureusement, nous, on se colte avec une réalité qui est complexe parce qu'on vit dans le monde réel. Alors on essaye de faire au mieux, ce ne sera jamais parfait, mais on commence à avoir un certain poids et de fait, je donnerai plus tard des exemples, il y a des entreprises à l'intérieur de secteurs qui sont maintenant extrêmement proactives dans la transition. Est-ce que justement, oui, concrètement, on peut illustrer, donc on a compris la logique qui est la vôtre, c'est de dire on prend les secteurs existants et on pousse à faire mieux, les meilleures pratiques. Est-ce qu'on peut donner des exemples dans le secteur pétrolier, par exemple, ou dans des secteurs type automobile quels sont le genre d'action que vous avez pu mener? Écoutez, on va prendre le secteur pétrolier puisque c'est évidemment dont on parlait. C'est celui dont on... Enfin, je remarque a priori, la plupart des gens qui sont venus aujourd'hui ont dû quand même emprunter quelque chose qui marche avec de loin ou de près... à Nantes, il y a le tramway, il y a le pétrole. Oui, mais enfin, le tramway, il y a le vélo, on a beau être au bord de la mer, il ne marche pas encore uniquement avec une voile. C'est un véliplanchiste qui vous le dit. Donc, non, plus sérieusement, à l'intérieur du secteur pétrolier, toutes les grandes entreprises pétrolières ne se comportent pas de la même façon. Alors je vais faire simple. D'un côté, vous avez Exxon qui dit moi j'en ai rien à faire, je continue exactement et je pomperai jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien le plus possible. Bon, je caricature, mais enfin on n'est pas loin de ça. De l'autre côté, vous avez Statoil ou, c'est un groupe français, vous avez Total. Total, c'est pas celui de nos compatriotes, mais c'est quand même l'un des plus gros producteurs d'énergie solaire au monde avec SunPower. Total a racheté Saft, qui est un grand producteur de batteries. Vous ne pouvez quand même pas espérer qu'une entreprise comme Total, pour continuer à filer la métaphore pétrolière, qui a un énorme supertanker, puisse virer sur place en un an. En revanche, ce qui est très clair, si vous regardez, si vous écoutez ce que dit Pouyanné depuis qu'il est CEO, le cap, maintenant, il est fixé. Alors maintenant, sur des exemples de ce qui se fait sur la transition, c'est tout l'enjeu du passage de l'usage, de la propriété à l'usage. Et vous prenez Philips. Philips, son business, c'est de vendre des ampoules. Quand vous êtes dans le business de vendre des ampoules, vous avez intérêt à en vendre le plus possible.
Sauf qu'il y a un moment, vous butez une fois qu'il y a des ampoules partout. Bon. Il y a un truc qui est plus astucieux, c'est d'aller voir une boîte et de lui dire combien vous payez pour l'éclairage de vos milliers de mètres carrés, là, vos usines et vos bureaux. Puis vous dites, moi je vais vous faire une proposition, un prix fixe, 5 ans, et une fois que c'est 5 ans, on ne touche plus à rien. Je vous garantis le prix, il ne bougera pas. Et du moment où c'est signé, le business model, il est upside down, il est renversé complètement, parce que là, l'intérêt de Philips, c'est d'aller mettre des LED partout, de mettre des détecteurs de présence, et son profit sera déterminé par quoi? Précisément par sa capacité à réduire la consommation. Et ça, c'est des business models que vous voyez chez Michelin, avec Fleet Solutions, et que vous verrez se développer progressivement dans plein d'endroits. Moi, je fais le pari, c'est celui qui de temps en temps remplit le lave-vaisselle. Un jour, peut-être qu'on n'achètera plus des lave-vaisselle, on achètera des cycles de lavage. Parce que peut-être que du coup, les lave-vaisselle tomberont moins souvent en panne. Parce que l'obsolescence planifiée, ça existe. Donc ça, c'est un premier sujet que vous adressez de cette façon-là. Est-ce qu'il y a aussi une politique d'investissement vert à proprement parler? Alors, Jean-Guillaume a souligné la difficulté de définir un écosecteur. Est-ce que ça, c'est une approche que vous valorisez, ou est-ce que la logique que vous avez, c'est celle que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire d'identifier les changements de modèle en cours dans les grandes compagnies cotées et d'essayer d'avoir celle-ci en portefeuille et pas les autres? Alors, une des caractéristiques quand on est gros, si je puis dire, c'est qu'on est obligé d'être pragmatique. On ne peut pas raisonner de manière binaire en disant c'est ceci ou c'est cela. Donc, encore une fois, nous avons une politique best in class où on prend l'économie telle qu'elle est, on essaie de la faire progresser. En même temps, on voit bien que l'urgence que nous avons devant nous fait qu'on ne peut pas ne pas se poser la question de la limite de ce type d'approche. Et la limite de ce type d'approche, c'est que vous voyez que vous partez de ce qui existe, par définition. Et donc, améliorer sans arrêt par un processus incrémental quelque chose qui est fondamentalement dysfonctionnel, ça ne le rendra pas efficace. Je prends un exemple, le moteur à combustion, je ne suis pas un spécialiste des moteurs, mais c'est un non-sens physique. Vous provoquez une explosion dans un piston qui va partir à toute vitesse dans un sens, passer par un point zéro pour repartir dans l'autre sens. Vous êtes quand même un peu spécialiste. Non, mais tout le monde, tout le monde voit... Qui ici savait ça? Ça emporte quand même beaucoup de conséquences, c'est-à-dire qu'il faut lubrifier, il faut refroidir. Donc, voilà. En plus, on apprend des trucs sur le moteur à combustion. C'est un atelier exceptionnel. Améliorer sans arrêt un processus comme ça, vous voyez que vous allez buter sur une limite. Et donc, pour employer un mot à la mode, il y a des gens qui pensent en dehors de la boîte et qui apportent ce qu'on appelle maintenant la disruption. C'est-à-dire que vous voyez que quand M. Elon Musk vient et dit moi, je vais construire Tesla, vous voyez que là, lui, il s'inscrit dans un autre. Et nous, on est obligés aussi de prendre ça. Après, la grande difficulté pour les grands investisseurs, c'est de savoir jusqu'à quel degré on peut aller dans le financement de ceci, sans oublier qu'encore une fois, c'est le reste de l'économie. Juste pour terminer sur l'exemple du logement, le logement, bien sûr que tout le monde rêve de mettre au point les nouveaux bétons, de construire du HQE partout. Mais quel est le taux de renouvellement du parc immobilier en France par an? L'enjeu, il est sur le bâti qui existe actuellement. Si on prend un hélicoptère en plein hiver avec une caméra infrarouge... Ce qui n'est déjà pas très écologique. Oui, mais qui est la seule façon quand même si vous battez beaucoup des bras, Anne-Catherine, vous aurez du mal à voler. Surtout avec mon poids, oui, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est la seule façon, vous survolez la région parisienne et vous verrez partout l'énergie. McKinsey a fait un rapport il y a 4-5 ans qui disait le fruit, le low-hanging fruit absolu, c'est l'isolation du bâti existant. Alors qu'est-ce qu'une organisation comme la vôtre peut faire justement sur ce sujet-là, qui sont les passoires thermiques effectivement extrêmement nombreuses dans la plupart des grandes villes françaises et ailleurs d'ailleurs? Alors je vais être très franc, c'est un sujet sur lequel moi je me suis impliqué depuis des années et on bute souvent sur une chose très simple, c'est qu'autour de la table, quand on parle de ce genre de sujet, vous avez plus de gens qui vous expliquent toutes les raisons pour lesquelles c'est difficile ou pour lesquelles on ne va pas y arriver, plutôt que des gens qui vous trouvent les solutions. Si vous voulez vraiment avancer là-dessus, surtout dans le parc locatif, il faut que, d'une façon ou d'une autre, il y ait quelqu'un qui s'interpose entre le locataire et les propriétaires. Pourquoi? Parce que le propriétaire, il ne veut pas faire l'avance s'il n'est pas capable de récupérer, et les locataires, il n'est pas question, eux, qui payent.
Donc il faudrait avoir une logique de type private equity où vous avez des gens qui montent un fonds, qui vont voir la société de HLM et qui disent vous allez voir vos locataires, vous leur dites que vous leur garantissez les mêmes charges de chauffage ou légèrement en baisse. Moi, je m'occupe de la rénovation et je me rémunère sur une partie des économies. Nous sommes en France, donc ce type de montage, nos compatriotes, voilà, ils ne sont pas très accoutumés donc pour à ça. l'instant, on peut toujours aller voir la Banque Postale, en fait. C'est ça qu'on vous a expliqué. Au niveau de l'habitat individuel. Ce qui est déjà pas si mal. Alors, Caroline Lemot, un peu même question. Donc, l'IRCANTEC, qui est, comme j'ai expliqué au début, l'organisation qui gère la retraite des gens qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est-à-dire, vous avez été pion, comme on disait autrefois. Agent non titulaire. Agent non titulaire, oui. C'est de pour essayer l'État, d'être plus concrète. des collectivités Voilà. locales. Donc, ça fait énormément de monde, en fait. La fonction hospitalière aussi. Voilà, ça fait en fait plein de gens, parce qu'ils travaillent effectivement dans tout ce type d'organisation. Et vous avez, vous aussi, pris une sorte de virage vert. Alors, pourquoi, comment et dans quel intérêt, finalement, de tous ces gens qui touchent d'une façon ou d'une autre des retraites ou qui cotisent à l'IRCANTEC? Alors, à la différence de l'ERAF, l'IRCANTEC, c'est un régime par répartition. Donc, l'IRCANTEC a des réserves. Ces réserves doivent couvrir à terme les déficits qui pourraient arriver entre les cotisants et ceux qui perçoivent des retraites. Donc, pourquoi, en fait, l'IRCANTEC a choisi d'avoir une stratégie verte active? C'est notamment parce que le conseil d'administration a pensé que, comme la... C'est composé, on peut peut-être le dire, le conseil d'administration de représentants des employés et des employeurs. C'est-à-dire Voilà. que c'est vous, en fait, qui êtes au conseil d'administration. Voilà. C'est un régime... donc, en fait, ils ont pensé que, comme c'était un régime par répartition, l'esprit était basé sur l'intergénérationnel et le fait qu'il était important d'offrir aux générations futures à la fois une sécurisation des réserves, une sécurisation financière, mais aussi de préserver le capital humain et le capital environnemental. Ça, c'est l'idée générale de base qui fait que, effectivement, s'inscrire dans la stratégie de transition énergétique est naturel pour l'IRCANTEC. Ça, c'était un peu l'intuition de base. Il y a 3 piliers. D'une part, il faut qu'on préserve les intérêts à long terme de nos cotisants et de nos affiliés, et aussi qu'on optimise le rendement risque. Quand on regarde le rendement risque, c'est un peu naturel, de la même façon que pour les RAF, qu'on se pose la question de l'environnement. Donc du coup, concrètement, alors Philippe a couvert effectivement beaucoup de sujets. Est-ce que vous avez les mêmes choix, c'est-à-dire les mêmes choix d'investissement et la façon de regarder les choses? Est-ce que vous avez pris des options différentes? Et finalement, une fois qu'on a en gros ces grands principes, comment on les décline concrètement en faisant de la gestion financière au quotidien, ce qui est votre travail? Oui, alors donc nous, on a défini 3 axes, qui est d'une part de limiter les risques, puisqu'en fait, les risques liés à la transition énergétique sont souvent liés aux valeurs qui pourraient être dépréciées à terme parce qu'ils auraient des actifs qui n'auraient plus de valeur. Typiquement, on peut peut-être prendre l'exemple du charbon, c'est-à-dire l'exemple du charbon, les 5 entreprises cotées américaines du charbon valaient 150 milliards il y a 5 ans et quelques dizaines de millions de dollars aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on appelle de la dépréciation. En fait, elles ont la même activité, sauf qu'à un moment, elle vaut 100 et à un autre moment, elle vaut 10. Et quand vous êtes actionnaire d'une entreprise qui valait 100 et qui ne vaut plus que 10, vous avez perdu 90. Je pense que là, j'ai été à peu près claire normalement. Je repasse la parole. Alors, en fait, c'est très concret, hein, parce que dans les réserves des valeurs pétrolières, on estime qu'à peu près 70% des réserves des valeurs pétrolières devront rester dans le sol pour pouvoir être compatibles avec un objectif de 2 degrés. Et ça veut dire que 70% de leur valorisation potentiellement pourrait être impactée. Donc il y a déjà cet aspect-là qui est vraiment une approche assez financière, qui est de limiter les risques. L'autre approche qu'on a, c'est favoriser ou en tout cas soutenir l'émergence de l'économie sobre en carbone. C'est à la fois, c'est pas vraiment le risque, c'est d'une part accompagner les opportunités qui pourraient être là, et aussi accompagner le changement des entreprises vers cette économie sobre en carbone en investissant dans
soit ce qu'on appelle les meilleures pratiques, les best in class, les meilleurs efforts ou même les apporteurs de solutions, et surtout éviter les pratiques à risque. C'est-à-dire que dans un secteur, on va éviter ceux qui n'ont pas de stratégie de transition énergétique. Et alors ça, c'est très en lien avec notre politique de vote, puisqu'en fait, cette année, dans notre politique de vote, on a demandé aux entreprises d'avoir une stratégie liée à la transition énergétique et écologique. Et pour celles qui n'avaient pas réfléchi et n'avaient pas de politique officielle, on votait contre le versement des dividendes, on votait contre le package du dirigeant. Et alors ça a entraîné beaucoup de refus. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'entreprises ou de secteurs peut-être dans lesquels vous avez eu une opposition assez forte finalement? Il y a effectivement l'AG qui a été la plus emblématique, ça a été Total, où les dirigeants ont été interpellés. Je pense qu'il y a un ensemble de sociétés dans lesquelles on a voté contre pour une raison ou pour une autre. Alors, si vous en arrivez à voter contre, on a bien compris à travers ce que Philippe et vous expliquez. En fait, il y avait un troisième pilier. Ah, pardon. Il y a toujours trois piliers, c'est très important. On va y revenir après. Juste pour finir là-dessus, sur justement cette logique-là, est-ce que finalement le sentiment que vous avez l'un et l'autre d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui les grands modèles sont en train d'évoluer, on est encore sur quelques petits acteurs, enfin un petit nombre d'acteurs qui sont comme Philips, comme d'autres, comme Unilever, qui ont compris. Et comment est-ce que vous voyez vraiment les choses bouger, et est-ce que le fait que vous posiez le sujet sur la table, ça aide à faire bouger les choses? Bon, alors quand on voit le taux de refus non, en fait, toutes les sociétés n'ont pas encore de stratégie claire et officielle liée à la transition énergétique. C'est pas parce qu'elles n'ont pas des stratégies claires et officielles qu'elles ne réfléchissent pas activement à en avoir une. Donc je pense que si le changement est en train d'avoir lieu, mais c'est normal que les entreprises prennent un peu de temps pour réfléchir et comprendre un peu le changement de leur écosystème. Aujourd'hui, il y a aussi des entreprises malheureusement qui n'ont pas encore pris la mesure de la transition énergétique. C'est moins vrai peut-être en Europe, mais ça peut être vrai dans d'autres régions. Philippe, vous vouliez juste ajouter quelque chose et je promets qu'on revient au troisième pilier, Caroline. Oui, rapidement. D'abord, quand même, les propriétaires des entreprises, en très grande partie, ce sont les investisseurs institutionnels. Certes, pour le compte... C'est-à-dire vous? Oui, nous. Donc là, on parlait des milliards. Encore une fois, on parle de trillions. Encore une fois, je comprends la difficulté qu'on a en France à saisir le poids des fonds de pension, parce qu'encore une fois, il n'y en a pas en France. Si vous sortez des frontières, ce qu'il faut faire de temps en temps, ça ouvre l'esprit, vous verrez qu'ailleurs, notamment en Europe, ces fonds de pension ont un devoir fiduciaire vis-à-vis de leurs cotisants, et que maintenant, ils vont voir les entreprises, et notamment les boards, en disant « Messieurs du board, les actionnaires, c'est nous. Les propriétaires, c'est nous. Cette entreprise, ce n'est pas la vôtre. Vous êtes des agents. » Ce n'est pas la même chose du tout d'être un CEO nommé par un conseil d'administration et d'avoir créé soi-même la boîte. Ces gens-là sont, et d'ailleurs ça touche aussi les politiques de rémunération. Mes administrateurs, par exemple, peuvent comprendre que celui qui a créé Facebook, par exemple, on peut s'interroger sur l'utilité, mais en tout cas, c'est lui qui l'a créé, gagne énormément d'argent. En revanche, que quelqu'un qui est une sorte d'intendant ou d'employé, comme M. Martin Sorrell en Angleterre, touche 60 millions d'euros sur l'année, il y a clairement un sujet. Alors je voulais juste dire un mot quand même sur les actifs bloqués, parce que c'est quelque chose déprécié. Les actifs qui sont virtuellement sans valeur. C'est-à-dire qu'on sait qu'une partie des réserves fossiles ne pourront pas être sorties, parce que sinon on ne tiendra jamais, il n'y a aucune chance qu'on puisse tenir l'objectif des 2 degrés. L'enjeu, il est à la fois sous nos pieds, mais il est surtout sur le stock de capital qu'on continue de consacrer à des technologies qui sont condamnées. C'est-à-dire que, Martin Wolf il a récemment écrit un très très bon papier là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'engager du capital. Parce que d'un strict point de vue financier, vous voyez bien, on va prendre l'exemple du charbon parce que c'est le plus facile. Aller financer une centrale thermique à charbon aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes sûr que le charbon sera encore dans le paysage
énergétique dans 25 ans. Je parle que du point de vue financier. Si, au bout de 10 ans, on vous dit, bah non, c'est fini, là, pour le coup, on a vraiment compris, vous allez donc vous retrouver avec un actif dans lequel vous avez investi, pour lequel vous avez fait un plan de financement et un plan de rentabilité sur 25 ans, et on vous dit, au bout de 10 ans, bah non, c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait Wharton ou HEC ou l'INSEAD pour comprendre que vous avez un petit problème là-dessus. Et ça, c'est maintenant. Ouais, ce que vous venez de dire est effectivement très important. C'est-à-dire que souvent, on ne comprend pas forcément que les grandes compagnies pétrolières en particulier investissent. Ce sont les premiers à investir dans des modes de forage, dans des choses comme ça. Et ils demandent effectivement de l'argent à leurs actionnaires pour le faire. Et donc, les actionnaires ont tout à fait le pouvoir d'arrêter ce genre de projet dont la rentabilité est aujourd'hui nulle, c'est-à-dire voire très risquée. Concrètement, c'est des projets qui s'amortissent sur 20 ou 30 ans. C'est comme votre prêt immobilier. Et que donc, si ce que vient de dire, ce qui est quand même aujourd'hui hautement probable, arrive, cet investissement-là ne sera jamais rentabilisé. Les actionnaires, ils regardent des tableaux où on dit si on investit, je dis n'importe quoi, 15 milliards de dollars ici et maintenant pour aller forer dans un endroit où en fait je ne reverrai jamais la couleur de mes 15 milliards de dollars, eh bien ils sont contre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette mécanique-là est encore minoritaire chez les actionnaires. Et Caroline se dit, mais quand est-ce qu'on en revient à mon troisième pilier, celui du financement de la transition énergétique? Exactement. Eh bien maintenant, Caroline. Non, parce qu'en fait, il faut bien comprendre. Le premier, c'est limiter les risques. Le deuxième, c'est favoriser une transformation vers une économie sobre en carbone. Et le troisième, parce que là, en fait, c'est important de changer l'économie telle qu'elle est, mais c'est aussi important de financer la transition énergétique, puisqu'on va avoir besoin d'infrastructures. Et ça, c'est très important pour l'IRCANTEC, puisque l'IRCANTEC investit massivement dans cet aspect-là. On a 300 millions d'obligations vertes et on a investi à peu près 120 millions dans les infrastructures d'énergie renouvelable et d'efficience énergétique. Alors évidemment, il faut toujours rapporter au montant total. Donc ça fait à peu près en tout 4,2% des réserves de l'IRCANTEC. Comme on sait que globalement, on a besoin de l'équivalent de 5% du stock d'épargne global pour financer cette transition énergétique, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Et donc concrètement, ces émissions vertes, elles servent à financer quel type de projet pour que les gens puissent... Alors, les obligations vertes, la majorité des obligations vertes sont des obligations de la Banque européenne d'investissement ou d'autres entités supranationales qui elles-mêmes vont utiliser ces financements pour investir dans des infrastructures. On a aussi investi dans l'obligation verte de la région Île-de-France ou même l'obligation verte de la ville de Paris. Donc voilà. Il y a une conférence cet après-midi sur les obligations vertes. Absolument, et nous vous donnons rendez-vous pour... Si vous avez aimé cette réunion, vous devriez aimer aussi celle de 17h ou 18h, je crois 18h, qui est sur les obligations vertes. Par contre, c'est vrai que je pense que dans la stratégie verte, il faut avoir de l'humilité. Je pense que c'est Jean-Guillaume qui en a parlé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en mouvement. Ça a commencé il y a quelques années. On n'a pas encore toutes les données, on n'a pas encore des stratégies. On fait ce qu'on pense être le mieux pour cette transition énergétique, mais toutes les données qu'on utilise ne sont pas encore matures. Donc voilà, il y a une certaine prudence aussi à avoir. Comment expliquez-vous votre stratégie aux bénéficiaires de l'IRCANTEC? On a vu donc que les RAF avaient une politique de communication formatée sur une petite fiche. Qu'est-ce que vous faites, vous, et comment vous les expliquez tout ça? Alors, l'IRCANTEC a plusieurs supports de communication pour ses affiliés. Donc, il a un site internet que vous pouvez consulter qui est très bien fait. On a des publications, notamment les nouvelles de l'IRCANTEC, où l'année dernière, dans le cadre de la COP21, on a présenté notre stratégie verte à nos affiliés. On a aussi une communication vis-à-vis des employeurs, notamment avec des publications type Le Point sur le i. On fait aussi des forums tels que ceux-ci, où le Salon des maires, on va à la rencontre des employeurs et aussi beaucoup de nos affiliés. Il y a aussi quelque chose qui est tout à fait naturel, c'est le rapport annuel qui permet de développer tout ce qu'on fait pour la transition énergétique et dans d'autres domaines. Alors, question pour vous deux. Il y a une spécificité française qui est d'ailleurs assez connue à l'étranger, qui fait que vous connaissez sans doute la loi sur la transition écologique et énergétique adoptée en juillet 2015. Eh bien, c'est la seule à ce jour qui intègre la logique, qui intègre dans cette loi la dimension
investisseurs et entreprises, c'est-à-dire avec des obligations d'information pour la façon dont les investisseurs institutionnels, les plus gros, intègrent le climat ou intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et en fait, ça ne les oblige pas à le faire, ça les oblige à expliquer publiquement comment ils le font. Et ça, qu'est-ce que ça a changé pour vous, en sachant qu'on vient de voir l'un et l'autre que de toute façon, il y a des stratégies très antérieures. Et est-ce que vous espérez finalement être un peu moins seul? Parce que si on avait voulu inviter d'autres amis à vous, on aurait parfois eu du mal à composer un panel, puisque vous êtes pionnier, mais parfois vous êtes un peu trop seul. Donc est-ce que cet article 173 va vous aider à ne plus l'être, Caroline? Je pense qu'on ne l'est déjà plus. Grâce à l'article 173, beaucoup d'investisseurs institutionnels français se posent la question de comment faire. Et à partir du moment où on dit que l'on fait ou pas, on commence à faire. Il y a des associations d'institutionnels qui se sont réunis pour écrire des méthodologies. Et donc, beaucoup sont en marche. Donc, c'est le début. Mais je pense que l'article 173 a au moins le mérite de faire que l'on discute entre nous des méthodologies. Beaucoup de gens essayent de faire avancer ce sujet-là, ce qui est très bénéfique pour nous, puisqu'on a quand même un sujet de données. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître mieux comment sont présentés ces sujets dans les entreprises, et on a besoin qu'elles reportent mieux, plus de données. Et grâce à l'article 173, à ce mouvement, mais aussi au niveau international, il y a le FSB qui fait donc qui est le Conseil de stabilité financière du G20. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, effectivement, à l'échelle internationale qu'évoquait Philippe, c'est le fait qu'aujourd'hui, le président du Conseil de stabilité financière, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est un Canadien qui s'appelle Mark Carney, et qui est le plus grand porte-parole international de ce risque climat. Et donc, on a c'est un moment intéressant de l'histoire où, en fait, effectivement, ceux qui travaillent à la stabilité financière du monde sont persuadés que ça passe par l'intégration du paramètre climat. Et Philippe? Non, juste l'article 173, pour nous, ça n'a rien changé parce qu'on n'avait pas attendu cet article pour faire déjà, puisqu'il y a 4 ans, on était parti d'un constat, c'est que notre politique ISR best in class, il fallait quand même vérifier qu'elle délivrait bien quelque chose en bout de course. C'est-à-dire qu'avec un critère de sélection, par exemple, sur les émissions de carbone, est-ce qu'on pouvait vérifier qu'en appliquant ce critère, on avait par rapport à un investisseur totalement agnostique, est-ce qu'on était capable de montrer que notre portefeuille d'action émettait moins? Et fort heureusement, c'est ce qu'on a pu vérifier en utilisant les services de TrueCost. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est parfait, mais il y a quand même une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est qu'on ne gère pas ce qu'on ne mesure pas. Il faut commencer déjà par commencer à mesurer. Et donc l'intuition qu'on avait au départ, c'était ça. Je pense qu'on peut dire qu'on a aussi quand même pas mal inspiré la réflexion qui a conduit à l'article 173. Après, nous sommes français, c'est-à-dire que nous avons toujours tendance à préférer le mieux par rapport au bien, et on verra comment prospère ce reporting. Moi qui ai vécu de l'autre côté de l'Atlantique, je sais que la force des anglo-saxons, c'est leur pragmatisme. Et vous venez d'évoquer, là, toutes les deux, le FSB et les travaux qui sont conduits sous l'égide de qui? De M. Bloomberg et de M. McCartney. Et je pense qu'une fois de plus, l'intuition était française au départ, mais le résultat en bout de course, il sera anglo-saxon, vous pouvez en être sûr. Alors maintenant, il va falloir faire pour le mieux. Je pense que c'est une grosse avancée, puisque ça va mettre la pression sur des tas de gens qui, jusqu'à présent, ne réfléchissaient pas trop à ces problèmes. Et c'est bien parce que ça va susciter une demande pour les sociétés de consulting, parce que c'est pas évident de commencer à se préoccuper quelles sont mes émissions. Ça va susciter une demande pour la gestion d'actifs, et notamment la gestion d'actifs française. Et là aussi, un regret au passage. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'étais à Singapour à la réunion annuelle des principes de l'investissement responsable. C'était le 10e anniversaire. Donc, ils ont rédigé un petit booklet, un petit livre pour à cette occasion. La France, on n'est même pas mentionné pratiquement dans le... Alors qu'à la limite, les investisseurs institutionnels français n'y figurent pas, vu ce que j'ai dit sur les fonds de pension, bon, on peut le comprendre. Mais alors que la gestion d'actifs française
soit passé par pertes et profits, alors que là, pour le coup, et sans être cocardier, on est sans doute la gestion d'actifs française est la plus avancée sur le sujet au monde. Et on est... Alors, après, est-ce qu'on se vend bien? J'en sais rien. Pourtant, asset management... Non, mais... Il se trouve que je suis souvent à l'étranger et que vous parlez très bien anglais, d'ailleurs. Bah, j'ai pas tellement de mérite, j'y ai vécu. Mais surtout, mon point, c'était que j'y vois pas beaucoup de Français. Oui, alors, si vous n'allez pas mener la bataille idéologique, entre guillemets, sur le terrain de l'adversaire, il ne faut pas vous étonner si, de toute façon, en bout de course, et là, on parle de choses vraiment avec des enjeux considérables. C'est la soft law du droit de la transition énergétique et du reporting sur la transition qui est en train de se faire, et on va passer à côté. Monsieur McCartney, vous l'avez dit, je vous recommande la lecture des 2 discours qu'il a fait, le premier comme le second. C'est absolument remarquable. Et effectivement, pour faire écho à ça, vous pouvez lire sur Novetic un article que j'ai écrit aujourd'hui sur justement la compétition des places financières londoniennes, luxembourgeoises, françaises, effectivement, sur cet enjeu de la finance verte. Et il est clair que, comme Philippe vient de le souligner, la petite difficulté qui est liée à la stratégie française, c'est de s'auto-déclarer champion du monde, le tout en français, et le tout sans aller le dire hors de nos frontières. Et ça... honnêtement, il est possible que Philippe ait tout à fait raison, et ça, on paye cash, et cash n'est pas un mot français, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Jean-Guillaume, justement, et après on va revenir aussi à Mouna, comment cet article, enfin le contexte qu'on vient de décrire, je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Vous étiez peu nombreux, mais j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Comment, effectivement, cet article 173, espèce de mouvement qui existe réellement en France, vous voyez son évolution et en quoi elle vous rend optimiste, ou pas d'ailleurs? Si, moi je suis très positif et ça a vraiment changé des choses. Concrètement, ça veut dire pour Sycomore, donc une société de gestion alors française, mais qui se déplace un peu. Je vais quand même en Belgique demain, puis après en Finlande après-demain. Donc on essaie d'aller porter la bonne parole aussi en dehors de France. L'article 173 a été clairement un accélérateur, est en train de devenir un accélérateur, et concrètement, pour une société de gestion indépendante comme Sycomore, ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, on aura doublé nos effectifs sur les gérants et les analystes sur l'ensemble de ces sujets qu'on appelle l'investissement responsable. C'est beaucoup. Là, il y a 3 recrutements qui sont en cours, 2 qui sont faits, un 3e qui est à pourvoir, pour un analyste senior ESG d'ailleurs. C'est toujours bon d'en parler autour de nous. Et donc, voilà, des investissements dans le capital humain qui sont accélérés, des investissements aussi en termes de méthode, donc avec des consultants que nous avons utilisés, qu'on va réutiliser, on va en prendre d'autres d'ailleurs dans les semaines qui viennent. Et puis des investissements aussi en données, on a parlé de Truecost, qui est un data provider anglais avec qui nous avons des liens assez proches et avec lequel nous allons travailler pour internationaliser un petit peu ce que nous faisons. Et puis des investissements aussi en formation, parce que tout ça, ça veut dire qu'un analyste, pour bien faire son travail, doit être capable de comprendre ce que c'est un stranded asset, ce que c'est de faire la différence. Le stranded asset, c'est les l'actif actifs déprécié. Échoués. C'est en plus un cours d'anglais. Voilà, donc une entreprise qui aura investi beaucoup sur de l'extraction de charbon, par exemple, la production d'énergie à partir de charbon, peut avoir des problèmes de dépréciation d'actifs dans les mois ou dans les années qui viennent. Donc, il faudra quelqu'un qui soit capable de comprendre ce que c'est une performance environnementale, qui ait des notions d'analyse de cycle de vie aussi, et qui sache se retrouver entre les grammes de CO2 par kilowattheure, etc. Et donc, ça veut dire de la formation, et c'est probablement le plus grand défi qui a à relever, c'est celui de monter en compétences. Et ça, c'est aussi bien, d'ailleurs, en tant que citoyen, parce que dans l'écologie, ça concerne notre vie de tous les jours. D'abord, ça concerne quand on va voir son banquier, ça concerne lorsqu'on veut investir son argent. L'écologie, elle est partout. Mais donc, le plus gros défi et le rôle que va avoir l'article 73, c'est d'accélérer cette transformation dans la compétence, la connaissance, et in fine, dans nos comportements et notre manière non seulement de consommer, mais aussi d'épargner. Mouna, est-ce que effectivement cet article 173
à la Banque Postale, vous avez vraiment une relation avec ce qu'on appelle le grand public, finalement, donc, qui est plus ou moins concerné par ces dispositions-là. Est-ce que vous voyez, vous mesurez un changement aujourd'hui et une accélération de la prise de conscience? Non, pas vraiment, mais par contre, le mouvement est en marche, quoi. Donc, sur l'Actis 173, nous, on l'a appelé de nos voeux et on l'a anticipé au travers de notre propre reporting extra-financier. Après, c'est ce qui a été dit précédemment, c'est sûr, formation d'experts spécialisés sur le sujet et puis une vraie nécessité de monter en puissance de l'expertise de chaque citoyen. Enfin, le sujet de l'écologie, de la transition énergétique, du développement durable, il est sorti de la sphère soit de militants ou de spécialistes. C'est l'affaire de tous et ça concerne tout le monde, tout un chacun. C'était aussi le sens de mon propos tout à l'heure. Et donc, on est tous concernés. On doit tous s'intéresser à ça de près ou de loin par des micro-gestes du quotidien et par un sens de ce que l'on fait. Voilà. Ce qu'on le fait au travail, ce que l'on fait dans notre premier cercle, de ce qu'on l'on fait au travers de notre argent, ce qui a été dit Ircantec notamment. C'est vrai que voilà, on a le... Enfin, on oublie, mais on a le pouvoir, quoi. Donc, à nous de nous renseigner, à nous de pousser les lignes, à ne pas accepter des choses que l'on pouvait accepter précédemment. C'est aussi le sens de cet article 173 et de tout ce qui a été mené par ce gouvernement. Il y a quand même plein de choses positives là-dedans et le rayonnement international, on l'a quand même eu l'année dernière au travers de la COP 21 et maintenant il faut l'entériner. Aujourd'hui, enfin depuis hier soir, on a commencé la semaine, enfin le mois de la finance responsable. La semaine. Oui, enfin, ça va durer tout le mois. En fait. Voilà, ça va durer tout le mois. Donc, on l'a inauguré hier soir au ministère avec Ségolène Royal, qui appelle de ses voeux le fait que Paris devienne la place de la finance verte. Donc, l'élan est donné et il faut s'inscrire là-dedans et pas laisser retomber ça. Alors, Philippe, un petit mot de la fin, c'est ça? Oui, juste sur l'article 173 et aussi pour illustrer les différences culturelles. Je pense qu'aux États-Unis, les choses vont aussi s'accélérer, mais sans qu'il y ait besoin d'une loi, à travers la notion de devoir fiduciaire. Le fiduciary duty aux États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement fort. On peut peut-être expliquer un peu de quoi le devoir fiduciaire, c'est quelle est votre mission, est-ce que vous la remplissez? Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, le devoir fiduciaire aux États-Unis, c'était la maximisation du rendement sur le portefeuille. Point barre. Tout ce qui pouvait affecter ça était exclu. Alors il se trouve qu'il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a un rapport qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Risky Business Report. Alors ça fait des rapports, il en sort beaucoup. Mais il se trouve que les 3 co-signataires de ce rapport étaient M. Michael Bloomberg, donc celui qui a créé le service d'analyse financière, de données, mais surtout le maire de New York. Et pour ceux qui se rappellent de l'épisode Sandy, il y avait de l'eau jusqu'à Canal Street pratiquement. Donc les New-Yorkais ont vu quand même ce que c'était que les événements extrêmes. Ils sont habitués, mais là, ils ont eu... Bon, première chose. Donc Michael Bloomberg. Tom Steyer, moins connu en France, mais le patron, qui a été patron d'un des plus grands hedge funds des États-Unis. Et le troisième, Hank Paulson, qui était secrétaire d'État au Trésor au moment où la crise est arrivée et qui dit, maintenant à qui veut l'entendre, ne faisons pas preuve de la même cécité que celle qui nous a conduit à la crise financière de 2008. Et ces 3 personnes donc, qui sont extrêmement diverses, avec des engagements politiques qui ne sont pas les mêmes. Et très peu militants écologistes de base. En tout cas, qu'on ne peut pas qualifier d'embrasseurs d'arbres, comme on dit, tree huggers, comme on dit aux États-Unis, ça c'est clair. Ces 3 personnes disent, oui, le changement climatique est un risque pour le business. C'est peut-être un risque pour l'ours blanc et pour le renard à queue argentée, mais c'est surtout un risque pour le business. À partir du moment où vous avez 3 personnes, dont l'ancien secrétaire d'État au Trésor, qui vous disent ça, ça va être compliqué si vous gérez un fonds de pension aux États-Unis de dire « Ah bon, je ne savais pas, on ne me l'a pas dit ». Donc à partir du moment où il y aura un groupe de jeunes cotisants qui viendra vous voir en disant « Dites donc, il y a 5 ans, là, il y a un rapport qui est sorti qui disait ça. Vous avez commencé à mesurer le risque carbone dans votre portefeuille? Vous avez commencé à regarder si vous aviez des actifs bloqués? Non. Eh ben, see you in court, comme on dit. On va se retrouver au tribunal. Et ça, c'est comme ça que ça va arriver. Ils n'auront pas besoin d'une loi. Et c'est vrai que si on poussait jusqu'au bout, c'est quand même étonnant qu'il faille une loi
pour communiquer sur un risque qui est avéré. C'est votre devoir fiduciaire. Alors effectivement, il y a déjà un groupe de jeunes Américains qui poursuivent un certain nombre d'organisations pour négligence sur le changement climatique. Et on peut imaginer que la prochaine étape, ça soit celle-ci, en tout cas dans les pays où le droit propose ce genre de choses. Caroline, le mot de la fin. Non, mais juste pour dire qu'en France aussi, cette démarche commence à avoir lieu puisque certains assureurs, comme AXA, ont déclaré qu'ils désinvestissaient de certains secteurs, notamment parce qu'ils assurent contre les intempéries et donc ils voulaient être cohérents entre leurs investissements et leurs risques de passifs. Donc je pense que c'est une démarche qui est très forte aux États-Unis, mais qui imprègne de plus en plus les institutionnels français. Oui, ce qu'on peut peut-être faire pour expliquer clairement, c'est que la gestion financière des assureurs, elle sert à payer les dommages. Et donc effectivement, s'ils cumulent d'un côté dans la gestion financière le fait que parce qu'ils n'ont pas tenu compte de tout ce qu'on vient d'expliquer, ils ont perdu de la valeur, et que de l'autre côté, il y a une augmentation tout aussi exponentielle des dommages qu'ils doivent réparer, par définition, le modèle ne tient pas. Ce que résume très bien Henri de Castries en disant un monde à 4 degrés de réchauffement climatique n'est pas assurable. Donc tout ce que nous connaissons dans nos pays qui fait partie de notre sécurité ne résiste pas à 4 degrés de réchauffement climatique. Donc ça, c'était la vision alarmiste. La vision positive sur laquelle on voudrait quand même vous quitter, c'est que vous pouvez chausser vos lunettes vertes, à la fois physiquement et moralement, on espère vous avoir fait comprendre avec tout ce qu'on a abordé. Alors ça fait beaucoup peut-être dans une seule heure, mais j'espère que vous comprendrez mieux à quel point, effectivement, comme le disait Philippe au tout début, tout ça, et Mouna aussi d'ailleurs, tout ça vous concerne. Et tout ça est extrêmement intéressant parce que c'est le meilleur moyen de financer la transition et donc qu'elle devienne réelle, parce que nous en avons tous besoin. Merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup d'avoir été là. Il y a des questions? On n'a plus de micro.